19 février 1994, près de Saint-Thomas-de-Conac, en Charente-Maritime. Au milieu de la nuit, deux jeunes hommes rentrent tranquillement de soirée lorsqu'ils aperçoivent une forte lumière au bord de la route. J'ai cru au départ que c'était une voiture qui arrivait en face avec ses phares. Et quand j'ai pris le virage, là je me suis aperçu, on est tombé sur la voiture qui était sur le bas-côté, en flammes. Une voiture brûle dans le fossé. S'agit-il d'un accident? Et si oui, où sont ses occupants? On voyait personne à côté, donc on s'est dit, est-ce que la personne est déjà partie chercher du secours comme il y avait des maisons un petit peu plus loin? Bon, nous on avait croisé personne sur la route. Jean-Yves et son cousin vérifient que personne n'est pris au piège dans le véhicule en feu. Mais la violence de l'incendie fait reculer les deux garçons qui préfèrent aller chercher du secours. On tient là une affaire au minimum bizarre et de toute évidence qui dépasse simplement le cadre du petit fait divers banal. Il a ôté une vie pour se sortir d'une ornière. On soupçonnait rien, mais alors absolument rien. Il annonce des trucs trop clairs pour qu'on y croie. C'est trop bien préparé. Le CV du personnage est reconstitué, oui, c'est un homme éminemment dangereux. On a l'impression que la vie ne compte pas pour lui. Moi, j'ai toujours pensé que cet homme était totalement dérangé, quoi. Les secours arrivent sur place et les gendarmes essaient d'abord de comprendre l'origine de l'incendie. La voiture était dans le fossé, je me rappelle, le long du talus, dans le sens de la route. Donc, il n'y avait pas eu un gros choc. C'est pour ça que l'incendie était quand même bizarre. Il n'y avait pas eu de point d'impact vraiment, quoi. Et au point de vue de traces de ripage ou de freinage, on n'a rien remarqué. Rien n'indique que la voiture ait heurté quoi que ce soit, ni que son conducteur ait brutalement freiné. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs remarquent un détail très surprenant. Une forte odeur d'essence, alors que le véhicule est un diesel. Troublant. Comment un véhicule au gasoil peut-il dégager des odeurs d'essence? Cette voiture a-t-elle été volontairement incendiée? Alors que les gendarmes s'interrogent, les pompiers les alertent. Il y a un corps dans la voiture. Et ce corps est assis côté passager. Le corps était positionné de telle façon que, a priori, ça ne correspondait pas à quelqu'un qui aurait été en position de conduite. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, sur ce véhicule, entre les deux places avant, eh bien, en fait, il y a des rangements qui empêchent le passage des pieds d'un côté et de l'autre. Il y avait donc un conducteur qu'on n'a plus, enfin qui n'est pas sur place toujours, quoi, qui n'a pas été secouru, qu'on n'a pas retrouvé dans le véhicule. Donc, où est le conducteur? Qui était-ce? Les premiers indices collectés laissent à penser qu'il n'y a strictement aucune raison pour que cette voiture se soit embrasée à cet endroit-là avec une seule personne à l'intérieur qui serait assise à la place du passager. Donc très vite, je pense que très vite, dans l'esprit des enquêteurs, il n'est plus du tout question d'un accident. C'est pas logique cette affaire. Il y a quelque chose qui colle pas. Les gendarmes ont donc une priorité. Identifier et retrouver le conducteur du véhicule pour comprendre ce qu'il s'est passé. On prend la plaque d'immatriculation, on la passe au fichier des cartes grises, et normalement, le fichier des cartes grises renvoie un nom et une adresse. Donc c'est ce que les gendarmes vont faire dans la nuit. Le véhicule ressort au nom d'une Madame Françoise Brissot Desmaillets, demeurant à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident, à Saint-Thomas-de-Conac, un petit bourg. On envoie donc une équipe de gendarmes sur les lieux pour vérifier s'il y a quelqu'un dans cette maison qui peut nous donner des informations. Pour les enquêteurs, il est urgent d'interroger Françoise Brissot Desmaillets, la propriétaire de la voiture. Seulement lorsqu'ils arrivent chez elle, la maison semble déserte. Personne ne répond.
Alors les enquêteurs se demandent si ce n'est pas son corps que l'on a retrouvé dans la voiture. Et c'est un appel téléphonique qui va donner un tout autre visage à cette affaire. Au petit matin, un homme contacte la gendarmerie. Il veut signaler le vol de sa voiture. Cet homme s'appelle Michel Protte. Les gendarmes font rapidement le lien entre la plainte de ce monsieur Michel Protte et cette Mercedes accidentée. Visiblement, c'est le même véhicule, donc évidemment, les gendarmes vont chercher à comprendre dans quelles conditions ce véhicule a été volé, quand il a été volé, s'il a des soupçons. Michel Protte est donc entendu par les gendarmes. Et il explique qu'il n'était pas à son domicile cette nuit-là. Et que c'est en rentrant chez lui qu'il a constaté la disparition de la voiture. Mais ce n'est pas tout. Il révèle qu'il connaît l'auteur du vol. Il s'agirait de Françoise Brissot-Desmaillet, celle dont le nom figure sur la carte grise. Et il se trouve que Françoise n'est autre que son ex-femme. Lorsque les enquêteurs annoncent à Michel Protte que la voiture a brûlé et qu'un corps était à l'intérieur, l'homme s'effondre. Il est accablé, il est réellement malheureux. Il n'y a rien d'autre dans un premier temps. Pour moi, c'est ça. Donc je vois quelqu'un qui va pleurer, qui va pleurer devant moi. Michel Protte semble anéanti par la disparition tragique de son ex-femme. Car même s'ils étaient divorcés, Françoise et lui étaient restés très liés. Michel Protte et Françoise Brissot-Desmaillet se sont connus dans les années 70. À l'époque, ils vivaient en Belgique, à Bruxelles. Lui était pompier professionnel. Elle était secrétaire de direction à la Communauté européenne. Ils avaient une vie plutôt confortable, une histoire d'amour qui fonctionne bien. Ils se marient dans les années 70. Seulement après 14 années de vie commune, l'usure du temps pousse le couple au divorce. Mais Françoise et Michel ne vont pas être séparés très longtemps. Car à la fin des années 80, Françoise Brissot-Desmaillet est victime d'un AVC. Elle devient dépendante et doit prendre sa retraite de façon anticipée. Et le seul qui va venir l'aider à ce moment-là, c'est son ex-mari, donc Michel Protte. Et finalement, ce qu'il me décrit, c'est un petit peu le cheminement que peu d'hommes font, c'est-à-dire qu'il va soigner son épouse. Il va même me la décrire comme étant très handicapée, à devoir s'occuper d'elle le matin, lui faire la toilette, l'habiller, vraiment s'en occuper comme on s'occuperait d'un enfant. Et ce qu'il me décrit est assez touchant. Petit à petit, Françoise se remet doucement de son AVC et redevient autonome. Après quelques mois de vie commune, le couple se sépare à nouveau. Michel Protte vient de raconter sa vie aux gendarmes. Il doit maintenant fournir des précisions sur son emploi du temps, la veille au soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme est confus lorsqu'il explique le vol de sa voiture par son ex-femme. On ne comprend pas très bien les explications de M. Protte à ce moment-là. On trouve un petit peu surprenant. Pourquoi a-t-elle repris son véhicule alors qu'il était là depuis un long moment? Et puis en fait, pourquoi le reprendre de nuit alors qu'elle peut venir lui demander puisque c'est son véhicule et que la carte grise est à son nom? Michel Protte raconte une histoire très alambiquée. Son ex-femme serait arrivée en train à Bordeaux. Puis, sans préciser avec quel moyen de locomotion, elle aurait parcouru les 87 km qui la séparent du domicile de Michel Protte. Sur place, en se servant de son jeu de clés, elle aurait volé la Mercedes. Comment est-elle remontée depuis la gare de Bordeaux pour venir jusqu'à Saint-Thomas-de-Conac? À moins qu'elle ait fait du stop pour louer une voiture. Si elle avait loué une voiture, l'autre voiture serait là. Faire du stop, c'est assez incompréhensible quand même, depuis la gare de Bordeaux.
y a quelque chose qui ne colle pas. Ça fait partie des incohérences qui ont fait que le commandant de brigade s'est tout de suite dit il y a un coup fourré, il y a quelque chose là-dessus, c'est pas normal. Les gendarmes ont des doutes sur la sincérité de Michel Protte. L'homme semble un peu trop avoir réponse à tout, comme s'il avait préparé son histoire. Mais il y a une scène que les enquêteurs ne sont pas prêts d'oublier. Alors qu'ils n'ont rien demandé à Michel Protte, l'homme va leur offrir sur un plateau un scénario tout trouvé pour expliquer l'incendie de la Mercedes. Il fournit d'emblée une explication très claire sur l'incendie. Pour lui, c'est un accident, et il dit la meilleure preuve, c'est que je peux vous en donner les détails. Dans l'après-midi, j'ai utilisé de l'essence pour nettoyer le filtre à gasoil de la voiture. Et j'ai replacé le jerrycan à l'arrière du véhicule sans enfermer l'orifice. C'est comme ça que finalement, l'essence a pu se répandre dans la voiture. Et donc, comment l'incendie s'est déclaré? Eh bien, il dit que quand on utilisait l'allume-cigare, celui-ci se projetait en l'air et a dû tomber sur le tapis et ainsi provoquer l'incendie. Donc il dit, pour peu que Françoise Brissot-Desmaillets ait voulu allumer une cigarette, elle a actionné l'appareil, qui donc est devenu incandescent et qui est sorti de son logement brutalement, en tombant sur le sol qui était imbibé d'essence. Et c'est comme ça que le véhicule s'est embrasé très rapidement. Françoise Brissot-Desmaillets aurait donc trouvé la mort par accident. Mais évidemment, les gendarmes ne sont pas convaincus par les explications de Michel Protte. Ils sont persuadés que l'incendie est au contraire criminel. Michel Protte est donc placé en garde à vue. Mais les enquêteurs vont déchanter. Il présente aux enquêteurs un alibi qui a l'air d'ailleurs assez sérieux, assez solide. Et cet alibi semble d'autant plus solide que Michel Protte a tout ce qu'il faut pour le justifier. Car il a gardé les tickets de caisse de tous les achats qu'il a effectués durant la nuit où son ex-femme a trouvé la mort. Il nous sort les tickets d'autoroute, aller, retour. Il nous sort aussi un ticket de caisse de l'achat de boissons dans une épicerie la nuit à Bordeaux. Et il nous donne tout ça en nous faisant bien remarquer les heures à laquelle il a passé l'autoroute. Et on trouve ça surprenant. Si on me demandait, moi, le lendemain, le ticket d'achat d'un pack de bière dans une épicerie, je suis incapable de vous le fournir, vraisemblablement. Sauf à l'avoir gardé volontairement. Il annonce des trucs trop clairs pour qu'on y croie. Vraiment, s'il ramasse toutes des petites preuves à gauche et à droite, c'est pour quelque chose, c'est pas... C'est donc, il y avait quelque chose, c'est pas possible. C'est trop bien préparé. Michel Protte fait tout pour prouver son innocence, mais il y a une faille dans l'histoire qu'il raconte aux gendarmes. Il a un trou dans son emploi du temps. C'est-à-dire qu'il nous dit être allé à Bordeaux, et il a bien le justificatif, mais qu'a-t-il fait à Bordeaux? Pendant un laps de temps très très long. Alors, Michel Protte se justifie. Il raconte qu'hier soir, il est allé chercher sa femme à la gare de Bordeaux. À 21h, il quitte son domicile de Saint-Thomas-de-Conac. Il arrive à Bordeaux environ 1 heure plus tard. Mais après avoir longuement attendu à la gare, Françoise n'est jamais arrivée. Il explique qu'elle devait revenir et qu'il devait normalement aller la chercher la veille au soir à la gare de Bordeaux. Il dit s'y être rendu et ne pas l'avoir trouvée. Et du coup, il a attendu à la gare, il a été faire un petit tour, puis il est revenu à la gare. En fait, il est resté un certain temps sur Bordeaux, en pensant peut-être qu'elle arriverait par le train d'après, qu'il aurait des nouvelles. La soirée, finalement, il a passé à Bordeaux, autour de la gare TGV. Étrange. Michel Protte dit être resté à attendre sa femme devant la gare de Bordeaux pendant 5 heures. Et pour les gendarmes, 5 heures, c'est beaucoup. Il n'y a aucun élément qui venait justifier de la réalité de son emploi du temps entre 23h et 4h du matin. Or, le véhicule avait pris feu à 2h, 2h30, ce qui, de toute évidence, lui laissait le temps d'avoir fait 2 fois l'aller-retour.
Donc son alibi là ne tient plus vraiment. Une fois de plus, il y a de nouveau un accroc dans ses dires, il y a quelque chose qui ne va pas. Michel Protte n'est pas convaincant. Pour les gendarmes, aucun doute, l'homme a tué son épouse et maquillé le meurtre en incendie accidentel. À l'issue de sa garde à vue, Michel Protte est déféré au palais de justice de Saintes et mis en examen pour assassinat. Il est placé en détention provisoire. 2 jours plus tard, a lieu l'autopsie du corps retrouvé dans la voiture carbonisée à l'Institut médico-légal de Bordeaux. Et là, un rebondissement aussi inattendu qu'incroyable va se produire. Les experts constatent que le corps ne présente aucune trace de violence. En revanche, ils découvrent la présence de médicaments dans l'estomac et dans les reins du cadavre. Des barbituriques de type phénobarbital qui, selon les experts, si je me souviens bien, à faible dose avait un effet soporifique et à forte dose pouvait avoir un effet anesthésiant. La victime aurait donc été droguée. Et les experts relèvent un détail macabre. L'analyse permettra de mettre en évidence des dépôts noirâtres au niveau des poumons, ainsi qu'une réaction inflammatoire. La mort n'a pas été brutale, si vous voulez. Il y a eu une courte survie pendant laquelle la personne a respiré. Et a respiré dans le foyer d'incendie. La victime était donc endormie, mais vivante, lorsque l'incendie s'est déclaré. Le médecin légiste va faire une autre découverte. Capitale, celle-là. L'autopsie permet de dire que c'est une femme, puisqu'on retrouve un utérus et des ovaires. Et il faut maintenant au médecin prouver avec certitude que le corps est bien celui de Françoise Brissot-Desmaillet. Et là, un détail anatomique va venir donner la réponse. Donc le cadavre a l'utérus, alors que Madame Françoise Brissot-Desmaillet n'en a plus. La personne a été opérée d'une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on lui a sorti l'utérus et on lui a sorti les ovaires. Donc, ça ne peut pas correspondre. La conclusion, c'est que le corps qui a été autopsié ne peut pas être Françoise Brissot-Desmaillet. L'enquête prend alors un autre tournant. Car si ce n'est pas Françoise Brissot-Desmaillet qui se trouvait à l'intérieur de la voiture, sur le siège passager, alors qui est-ce? Et dans ce cas, où est passée l'ex-femme de Michel Protte? L'objectif numéro 1, à partir de maintenant, c'est de savoir où est Françoise Brissot-Desmaillet. Et pour ce faire, les gendarmes n'ont d'autre solution que de fouiller sa vie. Et en interrogeant les proches, les enquêteurs vont découvrir que Françoise Brissot-Desmaillet a disparu depuis 4 mois. Quand on fait l'emploi du temps de Madame Brissot-Desmaillet, la seule trace de son passage qu'on retrouve, c'est à Saint-Thomas-de-Conac, en octobre, donc plusieurs mois avant la disparition. Et là, on constate qu'elle se rend bien à un rendez-vous chez un médecin, son médecin traitant. Par contre, elle a un rendez-vous le lendemain avec un podologue et là, elle ne s'y rend plus. Et à partir de là, plus aucune nouvelle, jamais, de Madame Brissot-Desmaillet Françoise. Depuis octobre 1993, personne n'a revu Françoise Brissot-Desmaillet. En revanche, elle a envoyé quelques cartes postales à sa famille. La famille, en l'occurrence sa sœur et son père, ont révélé dans le cadre de l'enquête qu'ils avaient l'un et l'autre reçu des cartes postales. Elle a disparu, mais l'envoi de courrier, 2 ou 3, laisse penser qu'elle est présente quelque part, mais pas là toujours. Françoise Brissot-Desmaillet serait partie en Afrique sans donner d'explication. Mais en y regardant d'un peu plus près, les cartes postales qu'elle envoie à ses proches sont pour le moins intrigantes. Les courriers aux proches, je pense, ont un petit peu quand même alerté l'attention des enquêteurs avec des signatures un peu curieuses. Je me souviens d'une où il y avait marqué « Ex-Françoise », une lettre qui, soi-disant, venait d'Afrique, alors qu'en fait, elle a été postée à Toulon.
ce qui était surprenant. Ça mérite encore une fois des investigations, mais il y a un réel doute, déjà à ce stade, sur l'authenticité des documents. Ça paraît quand même un petit peu curieux. Les gendarmes s'interrogent. Si ce n'est pas Françoise Brissot d'Émaillet qui a écrit ces cartes postales, alors qui est-ce ? Les enquêteurs poursuivent leurs investigations à Toulon, là où vit Françoise Brissot d'Émaillet. Ils perquisitionnent son appartement et force est de constater qu'il n'y a aucune trace de l'ex-femme de Michel Protte. Les lieux semblent inoccupés depuis longtemps. Les vérifications sur place démontreront qu'elle n'est plus à Toulon, elle est partie. On cherche dans la région, on cherche des traces, notamment avec la carte bancaire, mais aussi les amis, les connaissances qu'elle a sur place, voir si elle a vu quelqu'un. Non, malheureusement, personne ne l'a vue. La disparition de Françoise Brissot d'Émaillet est alarmante. Plus personne n'a de nouvelles d'elle depuis des mois, sauf Michel Protte, qui prétend qu'il la voit régulièrement. C'est donc autour de lui que les enquêteurs concentrent une nouvelle fois leurs recherches. Les gendarmes décident de perquisitionner sa maison de Saint-Thomas-de-Conac. Et là, ils vont faire une découverte inquiétante. Les enquêteurs ont fait une perquisition au domicile de Michel Protte et ils y ont trouvé le sac à main de Françoise Brissot d'Émaillet. C'était un peu bizarre qu'elle ait oublié son sac à main. Et d'autre part, il y avait à l'intérieur du sac les lunettes de vue de Françoise Brissot d'Émaillet. Or là, l'enquête a révélé, tant en interrogeant son opticien que son ophtalmologiste, qu'elle était myope et qu'il lui était impossible de conduire sans ses lunettes. Que font les affaires de Françoise Brissot d'Émaillet chez son ex-mari? Et puis, où a-t-elle pu aller sans lunettes et sans son sac à main? Il paraît quand même aberrant qu'elle ne donne pas de nouvelles à sa famille, à ses amis, et puis qu'on retrouve ses affaires au domicile, son sac à main, ses lunettes. Bon, il y a quand même des petites choses, il y a des voyants qui s'allument qui sont quand même pas bons pour Michel Protte, c'est un fait. En Charente-Maritime, la presse locale se passionne pour cette affaire qui fait les gros titres des journaux. Le scénario, l'accident qui n'en est pas un, le cadavre posé en position passager dans une voiture et l'épouse disparue assez rapidement. La rédaction de Sud-Ouest se dit on tient là une affaire au minimum bizarre et de toute évidence qui dépasse simplement le cadre du petit fait divers banal. Et c'est justement cette médiatisation qui va permettre à l'enquête de faire un bond en avant. Je me souviens avoir reçu un coup de fil à la brigade de Saint-Cyr-du-Taillon. Et là, j'ai un monsieur qui me précise que sa mère, Blanche Vichra, a disparu depuis quelques jours. Et alors, je lui demande, mais pourquoi me téléphonez-vous? Enfin, je ne suis pas du tout saisi de la disparition. Mais il dit, c'est que c'est une connaissance de Protte Michel. Et là, voilà un élément d'enquête quand même qui est pour le moins inattendu. C'est-à-dire que les gendarmes sont quand même un peu au point mort avec leur Mercedes brûlée sur le bord de la route avec ce cadavre non identifié, qui n'est en tout cas pas Françoise Brissot d'Émaillet. Et voilà qu'à Royan, à quelques kilomètres de là, une autre femme de 68 ans a disparu. Et elle est proche de Michel Protte. Entendu par les gendarmes, le fils de Blanche Vichra raconte que sa mère a disparu le 19 février 1994. Et c'est précisément le jour où l'on découvre la Mercedes incendiée. La disparition de Vichra Blanche est concomitante à l'accident de la circulation avec le corps carbonisé. Elle a disparu dans le même temps et elle est une relation de M. Protte. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le 19 février 1994 est aussi le jour où Blanche avait justement rendez-vous avec son ami, Michel Protte. Il était prévu qu'il se rende à son domicile à Royan dans l'après-midi du 19
Elle lui avait demandé de venir avec une perceuse parce qu'elle voulait lui demander de faire un trou dans le mur de la salle à manger pour accrocher un masque vénitien qu'elle venait de rapporter d'un voyage en Italie. Alors, les gendarmes se rendent à Royan, au domicile de la retraitée. Et ce qu'ils découvrent sur place est plutôt intriguant. On va trouver des éléments tout à fait troublants pour une personne qui avait des habitudes de vie assez régulières et qui, aux yeux de son entourage, était quelqu'un de très ordonné. Quand on rentre dans le hall d'entrée, déjà, ses pantoufles étaient pas rangées dans le meuble à chaussures qui était juste là. Autre détail troublant, les gendarmes découvrent 2 tasses à café sales dans l'évier de la cuisine. Blanche Vichra a donc vraisemblablement reçu quelqu'un avant de disparaître. Une personne qui était venue réaliser de petits travaux, comme le fils de la disparue l'a dit aux gendarmes. On va trouver aussi les traces d'un trou fait dans le mur où il y a une cheville. Et d'ailleurs, sur la plainte, il y a encore du plâtre. Ce qui veut dire que ça a été fait très récemment. Blanche, une fois de plus, n'était pas le genre de femme à laisser de la poussière chez elle. Elle aurait forcément passé un coup d'aspirateur. Tout indique que Blanche Vichra a reçu de la visite le jour de sa disparition et qu'elle est ensuite partie précipitamment de chez elle. Alors, Michel Prot est-il la dernière personne à l'avoir vue ? Entendu par les gendarmes, l'homme raconte que Blanche Vichra l'a appelé le matin de sa disparition pour l'inviter à dîner. Il prétend avoir refusé. Mais l'examen de la téléphonie de Michel Prot va prouver qu'il ment. Lui, il dit que c'est elle qui l'a appelé. Et en fait, nous démontrerons, grâce à la facturation détaillée, que non, c'est lui qui est à l'origine du premier appel. Donc en fait, pourquoi il inverse l'origine des appels, c'est assez curieux. En tout cas, c'est un indice. Après Françoise Brissot-Desmaillet, Blanche Vichra est donc la deuxième femme qui disparaît dans l'entourage de Michel Prot. Pour les enquêteurs, cela commence à faire beaucoup. Alors les gendarmes veulent en savoir plus sur la personnalité de Michel Prot et notamment savoir s'il serait capable de tuer. Ils vont donc fouiller son passé et ils ne sont pas au bout de leur surprise. L'homme a grandi en Belgique, dans une famille très modeste. Une famille brisée par un drame, car lorsque Michel Prot a 19 ans, son petit frère Daniel va se suicider. Leur mère ne s'en remettra jamais. Elle mourra d'un cancer l'année suivante. Je pense qu'a quand même eu beaucoup de chagrin, Michel, pour sa mère. Parce que quand son frère est mort, sa maman n'a plus voulu manger, tout ce qui s'ensuit, c'était Daniel. Et lui, il était là, il la soutenait, mais il était invisible, quoi. Donc, quelque part, il a souffert. Il a souffert, et puis peut-être que cette souffrance est devenue... Je me demande si c'est pas devenu une rage sur son père, sur, je sais pas, sur les gens, je sais pas. Michel Prot quitte alors la maison familiale. Il cherche sa voie. Mais très vite, le jeune homme va montrer des signes d'instabilité. Il a travaillé dans une entreprise comme mécanicien pour les autobus, les voitures. Ensuite, de là, je crois qu'il a été à l'armée, dans les paracommandos. Et après, il est rentré aux pompiers à Bruxelles. Là, est-ce qu'il y a eu des remontrances ou quelque chose qui ne plaisait pas? Il a commencé à mettre le feu à des endroits. Ça a été découvert, donc il a été mis dehors. Alors qu'il entrait dans la vie professionnelle, Michel Prot se révèle être en fait un pyromane. Et c'est pour lui le début de sa carrière de criminel, une longue et lourde carrière.
on découvre qu'il est archi connu des services de police et de justice belges. Le CV du personnage est reconstitué, oui, c'est un homme éminemment dangereux. Un homme d'autant plus dangereux qu'il a déjà tué. En 1980, Michel Prot a assassiné un retraité qu'il venait de cambrioler. On a retrouvé l'homme dans le coffre de sa voiture, une cordelette autour du cou. Un meurtre pour lequel Michel Prot a purgé une peine de 8 ans de prison. 5 ans à peine après sa sortie, le voilà donc encore le principal suspect dans une affaire criminelle. Michel Prot a-t-il tué à nouveau ? Pour les enquêteurs, une question s'impose désormais. Est-ce que Blanche Vichra pourrait être le corps retrouvé dans le véhicule ? Et pour le savoir, les experts réexaminent minutieusement la carcasse de la voiture. On envoie un technicien avec un tamis et il va tamiser l'ensemble des cendres qui sont dans le véhicule, notamment au pied passager et côté conducteur. Il est trouvé une dent. Notre attention est attirée par un soin dentaire très spécifique. Il s'agit d'une petite obturation métallique avec un cône d'argent qui va être photographié, radiographié et qui va permettre d'identifier de manière formelle cette victime. Le médecin légiste va alors comparer cette dent avec le dossier médical de Blanche Vichra. La concordance est parfaite. La dent appartient bien à la retraitée. Donc dans le véhicule, le corps carbonisé, c'est le corps de Blanche Vichra. Les gendarmes veulent maintenant comprendre le lien entre la mort de cette femme, Blanche Vichra, et Michel Prot. Pourquoi aurait-il tué cette paisible retraitée ? Pourquoi également aurait-il prétendu que le cadavre carbonisé dans la voiture était celui de son ex-femme, Françoise Brissot desmaillets ? Et surtout, où est-elle ? Donc cette disparition-là ne peut pas s'expliquer autrement que par ce qu'on redoute. Et ce qu'il s'agit de prouver désormais, c'est que Michel Prot l'a fait disparaître. Voilà. Cela fait 6 mois que Françoise Brissot desmaillets a disparu. Et les enquêteurs en sont convaincus. Elle est morte. Il faut maintenant trouver son corps. Où est-ce qu'un corps pourrait être dissimulé ? Puisque en fait, c'est ça la question. Et quel lieu est le moins susceptible d'être visité par des personnes étrangères ? Eh bien, c'est son domicile, sa propriété. Donc en fait, effectivement, on va s'intéresser très fortement à la propriété de M. Prot. Les gendarmes déploient tous les moyens possibles, et même les dernières technologies de l'époque, comme cet hélicoptère muni d'une caméra thermique, afin de survoler la propriété de Michel Prot. On avait mis, je crois, en œuvre, il me semble pour la première fois, le système de caméras thermiques embarquées dans des hélicoptères pour surveiller la propriété et pouvoir éventuellement repérer des tranchées récentes, des mouvements dans la terre qui pourraient justifier qu'ensuite on aille un peu plus loin dans les investigations. Et c'est ce qui va se passer. Les hélicoptères vont remarquer des tranchées relativement fraîches. En effet, il y a une parcelle de terre qui a été récemment retournée. C'est d'ailleurs ce que va confirmer un homme entendu par les gendarmes. Il raconte qu'à la fin du mois d'octobre 1993, Michel Prot l'a engagé pour faire des travaux dans son jardin. Il est venu reboucher une partie d'une tranchée qui avait été faite devant la maison pour des évacuations d'eau, je ne sais plus très bien quoi. Et que Michel Prot avait commencé à le faire et puis qu'après il lui a fait faire le reste. Là, un doute quand même, pourquoi n'a-t-il pas tout fait ou rien fait du tout ? Les gendarmes décident donc de rouvrir cette tranchée.
Il s'agit donc de déboucher la tranchée et de la déboucher sans matériel lourd pour ne rien abîmer. Et donc il faut faire ça à la pelle. Et donc ça se fait en présence de M. Protte, qui est extrait de la prison tous les jours. Lentement mais sûrement, les gendarmes creusent. Et là, sans le vouloir, Michel Protte va se trahir. Lorsqu'on s'est attaqué à la tranchée, tout d'un coup, il a lâché, cette fois, je suis coincé. Et quand j'ai demandé de répéter, il n'a plus rien dit, il s'est muré dans le silence. Et là, j'ai senti qu'il n'était plus du tout aussi serein, aussi sûr de lui que ce qu'il était. Et je me suis dit en moi-même, là, je crois qu'on tient le bon bout, parce que... Au pied du mur, Michel Protte va alors signer sa culpabilité. Il va manifester une grande nervosité et il va tenter de s'enfuir, il va tenter de s'échapper. Et là, tout le monde va comprendre apparemment qu'on tient finalement la bonne piste. La nervosité de Michel Protte l'a trahi. Quelques minutes plus tard, les gendarmes tombent effectivement sur le cadavre de Françoise Brissot-Desmaillet. Elle porte une robe de chambre, elle est entourée dans une couverture et on voit encore une cordelette autour de son cou. La cordelette, souvenez-vous, un élément qui rappelle étrangement le premier meurtre de Michel Protte en Belgique. Il avait utilisé le même mode opératoire, c'est-à-dire la strangulation, avec une corde, et les experts nous ont expliqué, en faisant naturellement la comparaison avec les deux dossiers, que c'était même le même nœud qui avait été fait par l'auteur du meurtre pour tuer sa victime. Là, on sent bien que les taux se resserrent contre lui. Ça y est, on l'a enfin découverte. Elle est là. La découverte de Madame Brissot au fond de la tranchée, là-bas, ça fait un drôle d'effet. Voir se trancher et voir... qu'elle soit enterrée là au bout, comme un vulgaire, comme une poubelle, une saleté. Ça m'a laissé quand même un peu, c'est le souvenir que j'en garde. Au lendemain de la découverte du corps de Françoise Brissot-Desmaillet, c'est la stupeur dans le village de Saint-Thomas de Conac. Les habitants réalisent qu'ils ont vécu aux côtés d'un meurtrier. C'est quelqu'un qui est vu comme quelqu'un de bien dans le voisinage et dans le village. C'est quelqu'un qui participe à la vie du village, qui aide son prochain, qui est jugé souriant et un bon voisin, c'est presque un bon camarade pour certains. Il était tout à fait sociable, quoi. C'était quelqu'un de très bien, quelqu'un avec qui on pouvait parler, quoi. Bon, quelqu'un de très posé d'ailleurs. Il n'était pas ni sauvage, ni quelqu'un qui avait des éclats de voix, quoi. On est déçus parce que c'est quelqu'un avec qui on avait lié une camaraderie, une amitié même, pour ainsi dire. Michel Protte se révèle donc être un homme dangereux à la double personnalité. Mais alors pourquoi a-t-il tué Françoise Brissot-Desmaillet et Blanche Vichera? Les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir le mobile. On s'aperçoit très rapidement que la seule source de revenus du couple, c'est Madame Brissot-Desmaillet, qui a donc une retraite confortable, et c'est elle qui subvient aux besoins du ménage. Sans elle, M. Protte se trouve démuni d'argent, complètement. Il avait des procurations sur les différents comptes de son ex-épouse. Il en a usé et abusé. Elle a fini par bloquer ses procurations, ce qui fait que Michel Protte se trouve à un moment donné dans une situation financière désespérée. Françoise Brissot-Desmaillet ne voulait plus entretenir Michel Protte. C'est donc pour cela qu'il l'a tué en octobre 1993. Ensuite, il a fait croire à sa disparition. Puis, il a falsifié sa signature pour rétablir les procurations sur les comptes de son ex-femme. Donc le mobile est un mobile crapuleux, un mobile financier. Mais il reste une énigme pour les gendarmes, le meurtre de Blanche Vichera.
Aurait-elle découvert le crime commis par Michel Protte? A-t-il voulu la faire taire? En fait, la vérité est ailleurs. Françoise Brissot a des proches qui s'inquiètent de sa disparition. Il a beau envoyer une carte postale par-ci, un petit mot par-là, ça ne suffit pas. La famille téléphone de temps en temps. Ils ne peuvent pas lui parler. La caisse de sécurité sociale décide de lui faire passer des examens et de la rencontrer. Et là, on ne peut pas l'avoir. Et donc, en fait, il sent bien, lui, M. Protte, que l'étau commence à se resserrer, du monde la cherche. Et quand il sent que c'est chaud pour lui, qu'on commence à chercher très sérieusement Françoise Brissot et qu'il faut fournir un cadavre, il va chercher cette pauvre Blanche, il va la tuer avec la plus grande des préméditations. Il va sacrifier cette femme juste pour fournir un cadavre calciné en disant « c'est ma femme ». Il a ôté une vie pour se sortir d'une ornière. Parce que la disparition de Françoise Brissot-Desmaillet commençait à attirer l'attention, Michel Protte a donc imaginé un scénario diabolique mettant en scène un accident de voiture. Et comme il lui fallait un corps, il a choisi son amie Blanche, une retraitée isolée qui avait à peu près la même carrure que son ex-femme. Blanche Vichra n'est en rien mêlée dans cette affaire. Elle meurt simplement sur la volonté de Protte qui s'en sert pour remplacer le cadavre de Françoise Brissot-Desmaillet. Cette pauvre dame a été utilisée dans un litige auquel, naturellement, elle était totalement étranger. Et son corps, finalement, avait pour seul but, dans l'esprit de Protte, d'apporter une mort officielle à la personne qu'il avait tuée quelques mois auparavant, à savoir Madame Françoise Brissot-Desmaillet. Du fond de sa prison, Michel Protte garde le silence. Mais quelques semaines plus tard, l'enquête connaît un étrange rebondissement. Certaines des connaissances de l'accusé reçoivent des lettres, plutôt énigmatiques. Je reçois un premier courrier, je l'ouvre et il y avait un cercueil qui était dessiné dans le courrier, c'est tout, quoi. J'en reçois un au cabinet, à mon nom, hein, et dedans, une balle de 22 longs rifles. Le Café des Sports reçoit 2 lettres signées du Glavio, le service secret de l'armée belge. 2 lettres qui revendiquent les 2 crimes, qui disent en gros que c'est les services spéciaux belges qui ont, dans un esprit de vengeance destiné à Michel Protte, fait exécuter ces 2 femmes. À remettre à votre client Protte, le groupe B Glavio Antenne Sac revendique stop le contrat de F. Brissot, stop le contrat de B. Vichera. D'après ces courriers, ce seraient donc les services secrets belges qui auraient assassiné Blanche Vichra et Françoise Brissot-Desmaillet. Mais très vite, les enquêteurs vont comprendre qu'il s'agit d'une supercherie et qu'en fait, ces lettres ont été écrites par Michel Protte. Je crois qu'il faut comprendre que Michel Protte, qui est à ce moment-là incarcéré, se sent finalement accablé par les preuves qui commencent à le cerner. Et il a eu l'idée, effectivement, de faire revendiquer ces 2 meurtres comme des assassinats politiques. Bon, en fait, la supercherie n'a été de courte durée. Moi, j'ai toujours pensé que cet homme était totalement dérangé, quoi, pour employer un terme simple, et qui se construisait un roman permanent, un peu d'espionnage, un peu de roman noir. Le Glavio, d'ailleurs, n'existe pas. La véritable appellation de ce service très particulier de l'armée belge s'appelle le Gladio. Donc déjà, on met un V à la place du D. Ça en dit long sur la réflexion de l'auteur de ces lettres.
Michel Protte sait bien que tout l'accuse. Acculé, il va tenter son va-tout. Le 2 juin 1995, il entreprend avec 2 autres détenus de s'évader de la maison d'arrêt de Gradignan. Peut-être qu'il se dit effectivement qu'il n'a rien à perdre. En toute hypothèse, très vite, il va vouloir s'échapper, c'est clair. C'était un samedi matin, je crois. Je vais acheter le journal à côté de mon domicile et je vois tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Gradignan. Michel Prout est évoqué. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai. 3 détenus considérés comme particulièrement dangereux ont essayé de s'évader de la maison d'arrêt de Gradignan, près de Bordeaux. Les 3 hommes disposaient d'explosifs, de détonateurs et d'armes blanches. Michel Protte aura donc tout tenté pour se soustraire à la justice, en vain. Le 25 septembre 1996, son procès s'ouvre à Saintes devant la cour d'assises de Charente-Maritime. L'homme comparaît pour le double assassinat de Françoise Brissot-Desmaillet et Blanche Vichera. Et face à la cour, Michel Protte prétend qu'il ne se souvient plus de rien. Il serait devenu amnésique. Protte se retrouve être à la hauteur du personnage, c'est-à-dire à la fois hautain et détaché par rapport à des événements qui sont quand même totalement sordides. Voilà. En fait, j'avais un homme qui était à côté de son procès, à côté de son affaire. Michel Protte dit ne pas se souvenir d'avoir étranglé Françoise, ni même avoir enterré son corps dans le jardin de leur maison de Saint-Thomas-de-Conac. Il ne se souvient pas non plus d'avoir drogué Blanche, puis l'avoir tuée en incendiant sa propre voiture. C'est la patte humaine, la cour d'assises. On met à nu des vies, on explique des choses, on explique des comportements. Or là, par son mutisme, il a privé la cour d'assises d'humanité, il a privé la cour d'assises d'explication, et donc il s'est montré sous le plus mauvais jour qu'on pouvait imaginer. Michel Protte ne dira jamais un mot sur les meurtres qu'il a commis. Le 27 septembre 1996, après 3 jours de procès, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.